Le Mali dispose d'un fonds national de stabilisation économique et sociale. Il aura pour mission de renforcer les acquis dans le domaine de l'éducation, la santé et l'agriculture et sera alimenté par les partenaires techniques et financiers. À quelques semaines de la saison des pluies, quel est le niveau d'avancement des travaux de l'autoroute Bamako-Ségou? Pour le savoir, hier, le ministre de l'Équipement et des Transports s'est rendu sur le chantier. Chaque 23 avril, on célèbre la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Au Mali, elle a été marquée par une conférence débat des bibliothécaires, archivistes et documentalistes avec comme thème littérature et démocratie au Mali. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal, la 4e réunion du comité spécial de partenariat belgo-malien au centre des échanges, la reprise effective de la coopération avec le Mali. Le programme indicatif de la coopération belge s'élève à 33 milliards de francs CFA destinés au projet de développement. Le compte-rendu de la réunion avec Youssouf Diakité. La présente réunion évalue l'état de la coopération belge au Mali. Elle permettra d'examiner l'ensemble des questions intéressant la coopération bilatérale entre les deux pays Mali-Belgique et de rechercher des solutions aux différents problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre des projets et programmes dont le montant s'élève à plus de 33 milliards de francs CFA en cours d'exécution depuis 2009. En février dernier, notre ministre de la Coopération a donc décidé d'une reprise graduelle de la coopération gouvernementale belge avec donc votre pays. Le ministre s'est par ailleurs prononcé en faveur du plan d'action européen dont l'élément essentiel est le contrat d'appui à la consolidation de l'État du Mali, qui devrait donc vous apporter une plus grande prévisibilité en matière d'aide et ainsi vous permettre d'assurer donc à court terme les services de base et la cohésion sociale nécessaires, de financer la reconstruction de l'État ainsi que la relance économique et l'emploi. Malgré les événements, la Belgique est restée présente au Mali en continuant son assistance de façon flexible et pragmatique à travers des activités d'appui direct aux populations locales, notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire et humanitaire. Il me plaît d'exprimer ici toute l'appréciation sur le directeur des autorités maliennes quant à la tenue de cette rencontre qui marque véritablement l'amorce de la reprise de la coopération belge au développement dans notre pays. Vous conviendrez avec moi qu'il s'agit là d'une évolution et qui est aussi le fruit d'un haut niveau de dialogue politique que nos deux pays ont entretenu à la suite de la crise multidimensionnelle que traverse le Mali. Tous sont unanimes que la coopération a pris des coups suite à la crise sociopolitique et sécuritaire, mais qu'avec la volonté des deux parties, les défis peuvent être relevés. Après plusieurs jours d'échanges avec les différents acteurs de la crise malienne, le président de la commission de la CEDEAO a rencontré ce matin la presse. Avec elle, il a évoqué l'évaluation de la transition, le rétablissement de l'intégrité territoriale, le retour de la paix et l'organisation des élections. Nous retrouvons Youssouf Diakité. À travers cette conférence de presse, le président de la commission de la CEDEAO fait le bilan de sa mission au Mali. Avec les journalistes, Kadri Désiré Ouedraogo a évoqué les questions liées à la sécurisation totale du pays, à la transformation de la MISMA en mission de stabilisation des Nations Unies et à l'organisation d'élections libres. Il y aura en juillet les élections présidentielles d'abord et les élections législatives suivront après. Nous avons eu des informations sur les différentes mesures qui sont prises ou en train d'être prises pour faire en sorte que tout soit prêt pour des élections apaisées, même s'il subsistait quelques difficultés, quelques obstacles à franchir. Nous nous sommes félicités de la bonne orientation donc de cette feuille de route. Les constats sont positifs, se réjouit le président de la commission de la CEDEAO. La situation se présente sous un jour favorable. Quant à la sécurisation du pays, d'abord la libération des zones occupées au nord et également la sécurisation de toute cette région pour que les élections se fassent de façon paisible. Les journalistes ont posé des questions particulières sur la montée de l'armée malienne à Kidal et au désarmement du MNLA. Les alliés empêchent l'armée malienne d'aller à Kidal.
toutes les armées que vous voyez au Mali sont venues pour soutenir l'action et les efforts de l'armée malienne. Toutes ces forces qui sont là ont un même objectif, rétablir l'intégrité territoriale et la souveraineté du Mali sur l'ensemble du territoire national. Et j'ai dit tout à l'heure que nous concevons que les élections doivent être organisées sur l'ensemble du territoire national. On ne peut pas organiser des élections dans une situation où une partie du territoire est occupée par des groupes armés. Cela est inacceptable du point de vue de la CEDEAO et c'est la raison pour laquelle nous avons renouvelé l'appel de la CEDEAO qui est de permettre par tous les moyens le déploiement de l'armée malienne sur toute l'étendue du territoire. En tout cas, la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies se disent prêtes à accompagner le Mali en vue d'éradiquer le terrorisme. Je vous l'annonçais dans les titres, un fonds national de stabilisation économique et sociale a été créé dans notre pays. Il sera alimenté par les partenaires techniques et financiers et aura pour mission de renforcer les acquis dans le domaine de l'éducation, de la santé et de l'agriculture. Ainsi, ses membres ont tenu hier leur première réunion avec comme ordre du jour l'examen et l'adoption du plan d'action 2013. Bourama Traoré, compte rendu. Autour du ministre délégué chargé du budget, les partenaires techniques et financiers, les représentants de certains départements ministériels. Ensemble, ils examinent et adoptent le plan d'action 2013 du comité de pilotage du Fonds national de stabilisation économique et sociale. La mise en place de ces fonds répond au souci du gouvernement de faire face à certains défis du moment. Le fonds ainsi créé, pour une durée n'excédant pas 2 ans, ambitionne d'être une structure souple, à décaissement rapide, avec des procédures simplifiées. Sa vocation est d'appuyer directement les activités prioritaires du Mali dans les secteurs comme l'éducation, la santé et l'agriculture. Le Fonds national de stabilisation économique et sociale est essentiellement alimenté par les partenaires techniques et financiers. Pour l'instant, seul le Royaume des Pays-Bas s'est manifesté avec une contribution de près de 6 milliards de francs CFA. Pour les chefs de coopération de ces pays, il n'y a plus de temps à perdre. Le Mali, dit-elle, doit être soutenu dans la mise en œuvre de certaines priorités. C'est déjà maintenant que les enfants ont besoin que les écoles marchent, que maintenant les producteurs ont besoin qu'il y ait des intrants de riz et d'engrais. C'est maintenant qu'il faut aussi agir. Si on ne fait pas maintenant, il y a un risque de déstabilisation sociale, un risque de crise économique qui va faire qu'il y aura plus de sous-emploi. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'il fallait absolument travailler avec ce fonds de stabilisation pour le Mali, pour ses populations. Le chef de coopération du Royaume des Pays-Bas de conclure par cette invite aux autres partenaires du Mali à se manifester afin que le Fonds national de stabilisation économique et sociale soit une réalité et un véritable succès. Et ce communiqué, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale quitte Bamako ce soir pour New York au siège des Nations Unies. Le ministre des Affaires étrangères prendra part à la séance du Conseil de sécurité consacrée à l'adoption de la résolution autorisant le déploiement de la future opération des Nations Unies au Mali. Au cours de son séjour, Thiema Hubert Coulibaly aura également des entretiens avec le secrétaire général des Nations Unies et plusieurs autres personnalités du système des Nations Unies et du Conseil de sécurité. Une trentaine de journalistes maliens sont en formation. L'initiative est de l'Institut Panos Afrique de l'Ouest. Ce séminaire lance également le projet de renforcement des capacités en journalisme sensible au conflit. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, était au démarrage de la session. Timoko Konaté pour les détails. Marquant le lancement officiel du projet renforcement des capacités en journalisme sensible au conflit, le présent séminaire regroupe une trentaine de professionnels venus des régions de Kaï, Mopti, Tombouctou, Gao et du district de Bamako. L'exercice est d'une importance capitale car il intervient au moment où le Mali se doit de relever 2 défis majeurs, la réconciliation nationale et les élections présidentielles et législatives. Pour y parvenir, le rôle des médias est déterminant. On va dans un premier temps effectivement développer les aspects théoriques concernant le conflit et bien d'autres éléments et l'attitude en fait du journaliste. Ils vont retourner dans leurs rédactions respectives, ils vont retourner sur le terrain, ils vont produire. Et au bout de 6 semaines, ils se retrouveront pour effectivement analyser comme dans une sorte de rédaction. Ce projet qui sert d'école au paysage médiatique malien est une initiative de l'Institut Panos Afrique de l'Ouest. L'Institut Panos Afrique de l'Ouest est là depuis 20 ans au Mali, accompagnant les acteurs du pluralisme des médias. Le défi, c'est un État qui soit un État fort,
où les institutions fonctionnent, où la justice est indépendante, où le Parlement est critique. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, estime que la presse est un maillon incontournable dans l'apaisement des tensions en période de troubles. C'est pourquoi il fonde tout son espoir sur les professionnels du secteur. Je vous dis simplement que vous êtes les héritiers d'une presse dynamique, engagée et responsable. Le paysage médiatique malien de 90-91 à maintenant, nul n'ignore ici le rôle que la presse a joué dans le processus démocratique de ce pays. Aujourd'hui, nous sommes en crise, mais le journaliste bien formé, le journaliste responsable est une solution. Je vois en vous une solution de la crise. Cette initiative de l'Institut Panos Afrique de l'Ouest est soutenue par d'autres partenaires comme IMS du Danemark et la Fondation Média pour l'Afrique de l'Ouest. Vérifier sur place le rythme et la qualité des travaux et échanger avec les techniciens du chantier, voilà le but de la visite du ministre de l'économie et de l'équipement et des transports sur le site des travaux de construction de l'autoroute Bamako-Ségou. Malgré le niveau d'avancement, le ministre a demandé aux techniciens de redoubler d'efforts. La visite a été suivie par nos reporters Mamour Sidibé et Gaussou Touré. À la veille de la saison pluvieuse qui s'annonce, il était opportun pour le ministre de l'Équipement et des Transports de se rendre sur le chantier de la route Bamako-Ségou. Cela non seulement pour évaluer l'avancement des travaux, mais aussi et surtout d'échanger avec les techniciens. Lors d'une récente visite, on avait vu qu'il y avait un peu de retard ça et là. Aujourd'hui, on est très satisfait et nous osons espérer que l'entreprise maintienne ce tempo, d'autant que l'entreprise a de bonnes perspectives pour un peu résorber tous les problèmes qu'on a. Cette visite rassure et inspire la confiance du maître d'ouvrage, sachant que les travaux de chantier avaient été interrompus momentanément en raison de la crise politico-sécuritaire du pays. Aujourd'hui, l'avancement des travaux est estimé à plus de 29% pour un délai consommé de 44,30% à la date du 22 avril 2013. Qu'à cela ne tienne, le ministre a donné des consignes. Les instructions que nous avons données sont d'ordre pratique. Se délaye rapidement pour quitter vite les agglomérations, de manière à un peu alléger les souffrances des populations. Parce que nous savons que par grande pluie ou par moment de pluie, c'est un peu difficile, un peu contraignant pour les populations que d'avoir des travaux de cette envergure-là chez soi. Auparavant, le colonel Koumari a visité le chantier du tronçon de la Tour d'Afrique. Rappelons que le montant de la construction de ce tronçon Bamako-Ségou s'élève à près de 97 milliards de francs CFA. Nous restons avec le département des transports avec ce communiqué. En raison des travaux d'entretien sur le remblai d'accès au troisième pont de Bamako à Missabougou, le ministre de l'Équipement et des Transports informe les usagers du troisième pont de Bamako que la circulation sera perturbée sur le troisième pont à partir du mercredi 24 avril 2013. La fin des travaux est prévue pour le 30 avril 2013. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, vient de nommer Modibo Ibrahim Touré comme sous-secrétaire général et conseiller spécial pour la région des Grands Lacs. À ce titre, il appuiera l'envoyé spécial pour les Grands Lacs, Madame Mary Robinson. Dans ses nouvelles fonctions, Modibo Ibrahim Touré appuiera notamment l'envoyé spécial dans la mise en œuvre du pacte de coopération, de sécurité et de paix signé en février 2013 par 11 pays africains. En effet, avant sa nomination à ce poste, Modibo Ibrahim Touré était entre mars 2011 et mars 2012 ministre des Postes et des Nouvelles Technologies au Mali. Actualité hors de chez nous, attentat à la voiture piégée contre l'ambassade de France à Tripoli. 2 gendarmes français ont été blessés. Le pire a été évité car à l'heure de l'attentat, le personnel de l'ambassade n'était pas sur place. Les autorités françaises n'ont pas reçu de revendications mais annoncent qu'elles ne céderont pas. L'ambassade de France à Tripoli a été presque totalement détruite. Il est 7h10 du matin, une voiture piégée garée devant la porte du bâtiment explose, provoquant d'importants dégâts. 2 gendarmes français sont blessés, dont l'un grièvement. Le pire a été évité,
À cette heure, le personnel de l'ambassade n'était pas arrivé. Il s'en est fallu de quelques minutes. Si le personnel avait été là, ça aurait été effectivement un drame épouvantable. Cet attentat a été fait pour tuer. La France ne cédera pas. Des enquêteurs libyens sont sur les lieux de l'attentat. La France a ouvert une enquête et envoie 10 gendarmes du GIGN à Tripoli pour renforcer la sécurité. C'est la première fois depuis la chute du colonel Kadhafi en 2011 que des intérêts français sont touchés en Libye. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais il survient dans un contexte d'insécurité croissante en Libye et dans un contexte régional marqué par le conflit au Mali, où l'armée française intervient contre les islamistes radicaux. Retour à l'actualité nationale, la participation des réfugiés aux futures élections préoccupe le ministère de l'administration territoriale. Pour cela, ces cadres s'apprêtent à rencontrer les autorités des pays d'accueil sur la question. Pour plus de précision, je vous propose d'écouter Amadou Bili Soussoko. Il est conseiller technique au ministère de l'administration territoriale. Il est au micro de Adama Kodjo. Il y a une mission qui se rendra effectivement dans les jours à venir dans ces trois pays, à Ouagadougou, à Niamey, à Nouakchott, pour d'abord s'assurer de l'accord formel des pays d'accueil pour nous permettre d'organiser ce processus et de recueillir tous les éléments possibles susceptibles de nous aider dans l'élaboration d'une stratégie de prise en compte de ces électeurs. Donc voilà les objectifs fixés à cette mission qui rencontrera aussi bien les autorités nationales de ces pays qui vont le recevoir, qui rencontrera notamment les comités d'éligibilité et les bureaux locaux de la représentation du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans ces différents pays. Notre cible ici, c'est les réfugiés. Et quand on ira dans ces pays, ils peuvent prendre part au processus électoral. Je vous rappelle qu'il y aura une disposition dans la loi électorale qui permettra aux Maliens réfugiés dans ces pays-là de participer au processus électoral. Il faut que le statut de réfugié soit confirmé par un acte, soit du pays d'accueil, soit du HCR. Le gouvernement a pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour qu'ils puissent s'exprimer librement dans la transparence, comme s'ils étaient pratiquement au Mali, parce que n'oublions pas de dire que les réfugiés ont été pris dans la base, en compte dans la base de données de RAVEC. Donc c'est des gens qui sont sur la liste électorale, donc qui ont la possibilité de s'exprimer. Et je pense que quand on a la possibilité de participer au choix des institutions de la République, on ne doit pas hésiter, on ne doit pas se retenir, on doit voter. Et en deuxième région, on se mobilise également pour la bonne tenue des élections. Une rencontre s'est tenue sur le sujet. Pour ces échéances de 2013, 958 851 électeurs sont enregistrés dans la région de Koulikoro. C'est le Traoré pour plus de détails. C'est dans la marche vers la réussite des élections présidentielles et législatives libres, inclusives et crédibles que les forces vives de la deuxième région se sont retrouvées pour la première fois en une réunion d'information. Une réunion au cours de laquelle le gouverneur et son cabinet ont passé au peigne fin tous les aspects liés à l'organisation des élections du mois de juillet prochain, à savoir la répartition des électeurs potentiels au niveau cercle et région qui se chiffre à 958 851 électeurs, les stratégies de remise des cartes d'électeurs NINA, l'établissement des listes électorales, la situation actualisée des documents électoraux et des agents électoraux. À tous les niveaux, le gouverneur a réaffirmé l'implication des acteurs à la réussite du scrutin présidentiel. Après la réunion que nous avons eue au niveau national qui a regroupé tous les préfets, nous devions également de porter l'information par rapport à ce fichier et d'enlèvement des cartes NINA. Comme je l'ai dit, le lieu d'exercice du droit commun en matière d'élection, c'est le niveau des cercles, mais le niveau régional doit apporter. Concernant l'état des préparatifs au niveau régional, des réponses d'éclaircissement ont édifié l'assistance sur la disponibilité du chronogramme des élections, la différence entre les numéros d'identification de la carte NINA et le RAVEC, et surtout les conditions de remise des cartes NINA aux électeurs et d'autres informations relatives au tableau de validation et de transfert. Autre innovation portée à la connaissance des acteurs régionaux de Koulikoro, la remise de la carte NINA est physique et individuelle et pas de vote par procuration.
À Sikasso, c'est la ruée vers les sites d'orpaillage traditionnels, une pratique à laquelle s'intéressent la plupart des bras valides des campagnes. Face à cette situation, les autorités ont décidé de fermer les sites d'orpaillage pendant la période hivernale, histoire pour les jeunes de prendre plutôt le chemin des champs. Le compte rendu depuis Sikasso d'Idrissa Goulou Sissoko. Face à la prolifération des sites d'orpaillage et la ruée des bras valides à l'approche de l'hivernage, les autorités régionales de Sikasso veulent anticiper. C'est pourquoi elles ont entrepris une campagne d'information et de sensibilisation dans les cercles. Ces sites d'orpaillage sont créés sans autorisation et ne respectent pas les normes de protection de l'environnement. Toute chose qui constitue un danger et pour les populations et pour la forêt. Des sujets comme l'orpaillage qui fait beaucoup de ravages aujourd'hui dans la région, qui commence à créer beaucoup de conflits sociaux, conflits fonciers, qui commencent même à entamer la scolarisation dans la région. Et avec tous les acteurs, je crois que nous avons convenu, et je crois que tout le monde a vraiment été d'accord avec nous, qu'il fallait observer une trêve pendant l'hivernage. Et nous avons décidé ensemble que cette période parte du 31 mai au 31 octobre. Ça nous évitera de vider les champs, mais ça nous évitera aussi les risques liés aux éboulements pendant l'hivernage. Donc je crois que c'était une tournée qui était bien attendue par les acteurs du terrain et qui nous a permis aussi vraiment de féliciter les gens par rapport à leur bon comportement face à l'état d'urgence, à l'hospitalité qu'ils ont réservée aux déplacés dans la région et surtout à leur contribution à l'effort de guerre. Au cours des échanges, le gouverneur a abordé les élections, les questions sécuritaires, la bonne gouvernance locale et le transfert des ressources aux collectivités. Aussi, il a visité certaines réalisations dans les localités. La plateforme des sédentaires du nord du Mali, issue de l'alliance Zassia-Lassaltere, a animé ce matin une conférence de presse. C'était pour informer et discuter des grands enjeux liés à la situation des régions du Nord. Il s'agit du découpage territorial de la commission dialogue et réconciliation et de l'intégration des jeunes dans l'armée nationale. Le reportage de Mahamadou Doumbia. C'est pour parler de ces appréhensions, de ces constats et de ces souhaits que la plateforme des sédentaires du Nord du Mali a animé cette conférence de presse. L'ordre du jour adopté pour la circonstance comportait 3 points. Le recrutement des jeunes dans l'armée, le dernier découpage territorial et la commission dialogue et réconciliation. Au lendemain du déclenchement de la dernière rébellion, le 12 janvier 2012, les jeunes ont exprimé haut et fort leur disponibilité à aller au combat, à la résistance populaire. C'est dans cette dynamique que des milliers de jeunes, toutes origines, toutes conditions sociales confondues et de toutes les régions du Mali, se sont retrouvés à Sévaré et alentours. Il a été question de recrutement. Tout naturellement, nous nous sommes dit qu'il est tout à fait légitime de leur donner la priorité. Ces derniers temps, nous avons constaté avec un très grand plaisir que des démarches sont en cours dans le sens de la satisfaction de notre requête. La plateforme des sédentaires du Nord salue l'initiative de la création de la commission dialogue et réconciliation. Elle émet toutefois des réserves quant à sa composition. La plateforme se garde de porter un jugement de valeur sur les qualités individuelles des personnes qui la composent. Cependant, l'on peut se poser un certain nombre de questions, notamment leur représentativité par rapport à la caution morale requise pour mener une telle mission. Le dialogue national doit porter sur la justice et le pardon. Pas de négociations avec les groupes armés, Ansardine, MIA, MNLA, pour éviter les erreurs du passé. Pour renforcer la sécurité après la crise, la plateforme des ressortissants du Nord propose la mise en place des brigades sous l'autorité de l'État parmi les jeunes recrues pour la sécurisation de nos villes et campagnes exposées. Dans le cadre de l'éducation citoyenne, le Cercle de réflexion et d'information CRI 2002 vient d'organiser une rencontre d'information. Elle est destinée aux familles déplacées des régions du Nord et va durer 2 jours. Garibou Pérou pour les détails. Cette rencontre, initiée par le Cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie au Mali, CRI 2002, est dédiée aux familles déplacées des régions nord du Mali. Elle vise à faire des propositions de sortie de crise dans l'immédiat et à insuffler le sens du patriotisme aux participants. Le message, ce n'est pas seulement pour aujourd'hui. Le message et la formation, c'est aussi pour demain, c'est pour toute la vie. Encourager, former les gens à être des bons citoyens et des bonnes citoyennes
Je crois que ça vient à temps opportun. De mon point de vue, il ne revient pas exclusivement au gouvernement d'exécuter ou de mettre en œuvre, n'est-ce pas, la feuille de route, parce qu'eux, ils sont au niveau de ce qu'on appelle les institutions de représentation. Là-bas, on conçoit et on décide. Mais nous sommes au niveau de la démocratie de participation. Nous ne concevons pas, nous ne décidons pas, mais nous participons. Au cours de cette rencontre, plusieurs modules seront dispensés. Il s'agit entre autres de la démocratie, les élections, les institutions, la connaissance des symboles et armoiries de la République, mais aussi et surtout sur le contenu de la feuille de route pour la transition politique. Une feuille de route adoptée par le gouvernement et l'Assemblée nationale du Mali. Les participants seront outillés du droit international humanitaire qui rappelle un comportement simple, celui du bon citoyen. Information sanitaire à présent. En 2011, le monde a enregistré 660 000 cas de décès dus au paludisme, dont 90% en Afrique. Pendant la même période au Mali, le nombre de décès a atteint 2028. En dépit de ce tableau sombre, on note une réduction du taux de mortalité lié à la maladie. Ces informations ont été fournies par l'OMS et ses partenaires lors d'une rencontre avec la presse. Cela en prélude au 25 avril à la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Ramata Konate. Selon le rapport mondial 2012 de l'OMS, la lutte contre le paludisme avance de façon positive. Le nombre de décès dus au paludisme est aussi passé de 985 000 en 2000 à 660 000 en 2011. Soit un taux de réduction de 33%. Pour sa part, le Mali a enregistré en 2011 2128 cas de décès dus à cette maladie. Le pays, selon le directeur du programme national de lutte contre le paludisme, Dr Clénon Traoré, a connu une diminution du taux de mortalité de 10% par rapport à 2010. Ces résultats encourageants ont été obtenus grâce à l'adoption des mesures telles l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides et le traitement préventif intermittent chez les femmes enceintes. À ces dispositions s'ajoute la chimioprévention du paludisme saisonnier, une nouvelle stratégie qui s'adresse aux enfants de moins de 5 ans. Ça consiste donc à administrer les médicaments qui sont la sulfadoxine pyrimétamine, appelée SP, et l'amodiaquine, souvent couramment appelée AQ. Donc ces deux molécules combinées, administrées à dose thérapeutique, pendant 3 jours, donc chaque mois, correctement faite, cette stratégie permet de réduire, par exemple, jusqu'à 80% des cas de mortalité liés au paludisme. La stratégie qui a connu sa phase d'expérimentation à Koutiala devra être étendue au reste du pays. À partir de 2013, un seul thème sera retenu pour les 3 prochaines éditions de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, à savoir investir dans l'avenir, c'est vaincre le paludisme. Et justement, le ministre de la Santé, Soumana Makadi, a quitté Bamako pour Addis Abeba, où il prendra part les 25 et 26 avril 2013 à la 6e session de la conférence des ministres de la Santé de l'Union africaine, avec comme thème l'impact des maladies non transmissibles MNT et des maladies tropicales négligées sur le développement en Afrique. La 6e session de la conférence des ministres de la Santé de l'UA permettra aux ministres de la Santé de partager les expériences et les informations sur les programmes et activités de santé dans leurs pays respectifs. Elle permettra également d'évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des OMD en matière de santé. Inauguration cet après-midi de l'usine de conditionnement de semences Faso Kaba, c'était à Banankoroni, sous la présidence du ministre de l'Agriculture représentant le chef du gouvernement. Cette usine vient enrichir le marché malien des semences en termes de qualité et de quantité, avec une capacité de production estimée à 10 000 tonnes de semences par an. Nyanyalou Traoré, compte rendu. Faso Kaba, c'est la dernière née des usines de production, de conditionnement et de commercialisation de semences agricoles au Mali. L'usine se propose à cet effet d'offrir à bon prix, en qualité et en quantité, des semences améliorées de riz, maïs, niébé, arachide, sorgho, mil, etc. Grâce à cette unité, les semences
seront débarrassés de toutes les mauvaises graines immatures, les saletés. Ainsi, nos agriculteurs pourront bénéficier des avantages et des garanties d'une bonne semence certifiée. La jeune entreprise veut se frayer un chemin dans ce secteur traditionnellement dominé par les hommes. Pour gagner ce pari, Madame Koulibaly ambitionne de faire de Fasso Kaba l'une des usines de référence de la sous-région. Cependant, elle déplore quelques difficultés dans sa mise en œuvre. Beaucoup de difficultés d'accès au financement. Les banques ne croient pas à l'activité, ou bien ils accordent des montants qui ne sont pas appropriés ou des durées qui ne sont pas appropriées à notre activité. Moi, je veux que l'État mette une ligne de garantie ou bien assure un marché pour nous. Ce cri du cœur a déjà eu un écho favorable. Le ministre de l'Agriculture a rassuré de tous les soutiens du gouvernement. Madame Koulibaly mérite d'être soutenue et au nom du président de la République, du Premier ministre, je dis que le soutien du gouvernement ne lui fera pas défaut. Fasso Kaba, notons-le, c'est une capacité de production annuelle de 10 000 tonnes de semences. L'entreprise a à son actif plus de 100 employés, dont 80% sont des femmes. Bon courage, madame. Notre confrère Boukari Daou sera peut-être fixé sur son sort le 30 avril prochain. Attendu pour aujourd'hui, la délibération du juge a été reportée à la fin du mois. Les avocats de la défense ont animé une conférence de presse juste après la suspension de la séance. La date de délibération a été ajournée suite à une requête du parquet qui demande une réouverture des débats bouclés il y a tout juste une semaine. La défense a suspendu sa participation au débat faute de n'avoir pas été saisie à temps. Agalia Gagissa. On comptait beaucoup de journalistes parmi les nombreux usagers du tribunal de la commune 4 du district de Bamako. Tous voulaient entendre un seul mot, la libération du journaliste Boukari Daou, du journal Le Républicain, poursuivi pour délit de presse. Contre toute attente, la délibération du procès est reportée au 30 avril. Du tribunal, 3 avocats des 17 de la défense se sont transportés à la maison de la presse pour y animer une conférence. C'était pour donner certaines précisions aux journalistes. Le président du tribunal a remis l'affaire en délibéré pour la date du 30 avril 2013. Ça veut dire qu'à la date du 30 avril 2013, il va normalement rendre sa décision sur les exceptions. La question de l'impact de la suspension de la participation de la défense au débat, Maître Koulibaly dira que c'est tout juste une stratégie pour ne pas cautionner une violation des droits, avant d'ajouter que les avocats qui le représentent n'abandonneront pas leurs clients, ce qui rassure le monde des médias. Nous, on garde espoir et on croit que le tribunal va dire le droit et qu'il va annuler cette poursuite et cette procédure et que, bon, à la satisfaction de tout le monde. Le rendez-vous est pris pour le 30 avril au tribunal de la commune 4 du district de Bamako. Je vous l'annonçais dans les titres, le Mali, à l'instar de la communauté internationale, a célébré aujourd'hui, 23 avril, la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Elle a été marquée dans notre pays par une conférence débat initiée par l'association malienne des bibliothécaires, archivistes et documentalistes. Elle avait pour thème littérature et démocratie au Mali. Le reportage de notre journaliste culturel, Modibo Soare. Le livre est un assemblage de feuilles portant des signes destinés à être lus. C'est pour magnifier cet outil, appelé aussi ouvrage ou bouquin, qui apporte un bien précieux à la culture et à la connaissance, que l'UNESCO a décrété depuis 1995, le 23 avril, Journée mondiale du livre. La journée contribue à promouvoir la lecture, l'industrie éditoriale et la protection de la propriété intellectuelle à travers le droit d'auteur. Cette célébration constitue une opportunité qui permettra à nos concitoyens, en particulier les étudiants, à s'intéresser davantage aux livres et à la lecture. Cette journée a été marquée par une conférence débat intitulée « Enjeux littéraires et construction d'espaces démocratiques, le cas du Mali ». Le conférencier du jour et critique littéraire Mamadou Bani Diallo a éclairé l'assistance sur les avantages de la lecture dans l'univers politique et social. Il a également évoqué le rôle que doivent jouer les auteurs, celui de concilier les exigences de la fiction et de la créativité avec celle de la réflexion. J'ai parlé du décalage qu'il y a entre, d'une part,
la légalité constitutionnelle et d'autre part la légitimité populaire. Et je pense que en analysant les œuvres littéraires, on peut effectivement percevoir cet aspect-là. Et cette année, dans notre pays, le livre est célébré dans un contexte très particulier. Le thème de la littérature et démocratie, elle est bienvenue pour édifier nos compatriotes sur la nécessité et les exigences de la démocratie dans notre pays martyrisé par les obscurantistes. Mais aussi le bienvenu pour montrer le rôle moteur que peut jouer et que jouent les livres dans l'acquisition du savoir et l'éveil de conscience. La Journée mondiale du livre, qui fête cette année sa 18e édition, est honorée dans plus de 100 pays à travers le monde. L'événement a pour objectif spécifique d'accroître la prise de conscience sur l'importance du livre dans la vie individuelle et collective. L'ORTM est en deuil. Longin Condé, ex-agent de l'ORTM, n'est plus. Il est décédé aujourd'hui de suite d'une courte maladie. Longin Condé a longtemps travaillé au centre émetteur de Sotuba et de Kati. Il a pris sa retraite en 2008. Ses obsèques auront lieu demain à la cathédrale de Bamako. Que son âme repose en paix. Et pour des raisons techniques, vous n'aurez pas de bulletin météo ce soir. L'ORTM vous présente toutes ses excuses. À suivre après cette édition, une édition du journal télévisé des formations. C'est une présentation de Khadija Kone. C'est la fin donc de cette édition. Retrouvez demain à 10h et 13h Mohamed Touré.